Donc, l'astrologue ne peut pas se permettre d'ignorer cette question préalable du masculin et du féminin. Il faut bien comprendre que se précipiter dans le thème natal, dans l'interprétation du thème natal, sans avoir bien maîtrisé la question du masculin et du féminin, c'est risqué de... ça ne veut rien dire, parce que on va attribuer à la personne, à son thème, des traits de caractère qui, dans beaucoup de cas, ne sont pas propres à cette personne, mais propres au fait qu'elle est un homme ou une femme. Je veux dire par là que, avant de faire de l'astrologie classique, je dirais presque, il faudrait déjà s'exercer à travailler sur le masculin et le féminin. Ce serait déjà une très bonne école. C'est-à-dire, simplement, rencontrer la personne dans un premier temps. Voilà une idée qui m'est intéressante. Dans un premier temps, on rencontre la personne et on travaille sur son rapport au masculin et au féminin. Et puis dans un deuxième temps, dans une deuxième séance éventuellement, on étudie le thème. Et à ce moment-là, d'ailleurs on avait fait un colloque il y a 3 ans, je crois, sur ce sujet. Mais à ce moment-là, j'avais dit des choses un peu fantaisies, mais j'avais dit qu'effectivement, une fois qu'on sait certaines choses générales, le thème permet de prévoir, de déterminer s'il n'y a pas des particularités. Par exemple, s'il y a des planètes qui sont masculines chez une femme ou féminines chez un homme, etc. Mais il faut déjà d'abord dresser le portrait général de l'homme et de la femme. Bon. Alors, cela dit, effectivement, il y a déjà... il peut y avoir des phénomènes d'éducation mais moi, je m'aperçois quand même, globalement, moi, depuis le temps que je regarde les femmes autour de moi, etc., que les femmes dans le monde entier, de différentes générations, elles se ressemblent énormément. Elles ont les mêmes travers, les mêmes défauts, les mêmes qualités aussi, probablement. Mais je veux dire il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir ce qui rapproche les femmes entre elles ou les hommes entre eux. Par-delà les particularités. Par exemple, on peut très bien imaginer une femme, par exemple, qui a un double langage. C'est-à-dire qui parle comme un homme à un certain moment. Parce qu'elle a simplement intégré certaines façons de parler, elle a copié des façons de parler, mais qui ne correspondent pas à sa nature profonde. Hein? Bon, et c'est pour ça que pour connaître quelqu'un, il faut le connaître en profondeur, il faut connaître sous différents aspects, il faut prendre le temps de connaître cette personne. Et on revient à cette fameuse question du temps. Est-ce qu'une consultation prend le temps de faire les choses? Elle prend le temps de connaître les choses? Moi, je pense qu'il faut vraiment... Je vais aller très loin dans cette réflexion. Je crois qu'il faut... Il y a des personnes qui ont une peur épouvantable du temps. Et on ne peut comprendre cette peur du temps qui peut tout balayer, qui peut tout changer, qui peut tout transformer. Voilà. Cette peur du temps qui fait que on se barricade d'une certaine manière. On se barricade. Et l'astrologie correspondrait à ce fantasme du barricadage. C'est-à-dire que, voilà, les limites. L'astrologie me limite. Je ne veux pas être aspiré par l'infini, par le vide, par le temps. Parce que le temps, finalement, c'est une espèce de... Il n'y a pas de fond, le temps. Ça donne le vertige, le temps. Donc, on se barricade, on fait des barrages contre le temps. Et l'astrologie serait, sous cette forme que nous connaissons, en tout cas, une façon de se défendre contre le temps, contre les dommages et les méfaits du temps. Et voilà, donc... D'autre part, je reviendrai aussi sur un de mes sujets favoris, c'est-à-dire... tout à l'heure, j'évoquais justement la question des... Je ne sais pas si tu as entendu parler des arts libéraux, des 7 arts libéraux, qui mettaient l'astrologie et la musique et la grammaire, et la géométrie, et la rhétorique, et l'astronomie. Et à mon avis, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas l'astronomie qui est dans ce système, c'est l'astrologie. Parce que ce sont des savoirs qui nous parlent de l'homme.
La musique, la grammaire, c'est des savoirs typiquement humains. Mhm. L'astronomie n'est pas un savoir humain. Elle ne nous parle pas des hommes, elle nous parle des astres. Oui. Si, par contre, il s'agit de l'astrologie, oui. Mhm. Si c'est l'astrologie en tant que savoir qui nous parle des êtres humains, oui. Si c'est l'astronomie nous parlant du fonctionnement des astres, non. Pourquoi? Parce que les arts libéraux, ce ne sont pas les sciences. Il n'y a pas les sciences, c'est autre chose. Donc le grand problème, c'est qu'on ne sait pas exactement où placer l'astrologie. Toi-même, je suis sûr que tu as ce problème. C'est-à-dire qu'effectivement, l'astrologie est-elle une science? Est-elle une construction comme un langage? Est-elle une construction comme une musique? Est-ce que c'est une révélation, etc. Les astrologues ne savent pas du tout comment se positionner par rapport à ça. Oui, Et moi je dis qu'il faut couper, il faut trancher les choses, c'est-à-dire qu'il faut effectivement considérer que l'astrologie, c'est une construction que les hommes ont réalisé, une sorte de monument, que les hommes ont réalisé, une sorte de calendrier, que les hommes ont construit, et qui ne les oblige en aucune façon à s'intéresser à la totalité du système solaire ou à la totalité des astres. L'astronome, lui, il doit faire l'inventaire de tout ce qui existe au niveau cosmique, etc. Mais l'astrologue, non. L'astrologue, lui, il s'intéresse à une symphonie de Beethoven, c'est une symphonie de Beethoven. La langue française, c'est la langue française. L'astrologie, c'est l'astrologie. Elle n'a pas à être modifiée ou ajustée ou mise à jour ou complétée. Absolument pas. C'est pour ça que je dis, restons-en à l'astrologie traditionnelle, et encore une astrologie traditionnelle purifiée. encore plus épuré. Oui, parce que finalement, et ça me paraît, j'ai découvert ça récemment, cet environnement, parce que souvent on dit mais l'astrologie c'est un cas unique. On ne sait plus à quel autre savoir la relier. Tu vois ce que je veux dire? Bah, plus qu'un cas unique, elle peut traduire n'importe quel autre savoir. Non, non, mais à quel type de savoir, quelle est la famille de sciences, d'art, quelle est la famille de savoir, de techniques, d'outils à laquelle l'astrologie appartiendrait. Hein? Les astrologues là aussi. Catégorie du langage, à mon avis. Oui, mais enfin, je pense que si tu dis Comme ça, peut être, tu dis ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ou alors si tu le dis, à ce moment-là, si c'est un langage, il faudrait distinguer si c'est un langage que les hommes ont élaboré ou si c'est le langage du cosmos. Hein? C'est pas du tout la même chose. Non, Quand Jean-Pierre Nicolas dit que l'astrologie est un langage, il n'emploie pas de l'expression, il laisse entendre que c'est le cosmos qui parle à travers l'astrologie. À ce moment-là, c'est pas l'homme qui parle à travers le langage, c'est pas langage, c'est l'homme qui parle, c'est pas le cosmos. Par contre, il peut avoir construit un langage. Tu posais la question dans la présentation de ce colloque, justement. Oui. Est-ce un langage ou, je ne me souviens plus le papier, Assieds-toi. l'astrologie est-il un outil ou un langage? Non. Moi, j'ai rectifié en disant l'astrologie est-elle un outil et... Non, enfin non. Quand on dit c'est une question, ou bien sûr, quand je dis l'astrologie est un outil et un langage. De toute façon, cette question ne veut pas dire grand-chose de toute manière. C'est une façon d'énumérer des possibilités. Ça ne veut pas dire qu'il y a une opposition entre outil et langage. Voilà. Non, non, absolument pas. C'est simplement une succession de possibilités. Non, non, pour moi, le langage est un outil de toute façon. Mais cela signifie qu'effectivement, j'oppose aussi discours et langage. Donc effectivement, c'est plutôt ça. Est-ce que l'astrologie, on en
a parlé tout à l'heure avec M. Agobert, est-ce que l'astrologie est un outil? Le cas, c'est amusant cette idée de... Est-ce que c'est un outil au service de l'astrologue ou un outil au service du client? Et on a l'impression que c'est surtout un outil pour l'astrologue. Et c'est ça qui n'est pas acceptable. Pour moi, l'astrologie n'est pas un outil pour l'astrologue. L'astrologie est un outil que fabrique l'astrologue. Mais il le fabrique pour ses clients. Pour ses clients. Pas pour l'aider à lui. C'est-à-dire que l'astrologue n'a pas besoin de se servir. Un astrologue, pour moi, je ne l'entends pas dans ce sens-là, en tout cas, pour moi, un astrologue, ce n'est pas quelqu'un qui donne des consultations astrologiques, c'est quelqu'un qui donne des conseils pour utiliser l'astrologie. C'est-à-dire que quelque part, il y a voilà, je propose l'outil et je dis à la personne comment se servir de l'outil. Alors l'astrologue ne fait pas du tout ça. L'astrologue va garder à la limite cet outil pour lui-même, si tant est même qu'il en parle, même à la limite. Et de toute façon, il ne va jamais pouvoir, tel que l'outil tel qu'il est actuellement, il ne va jamais pouvoir l'expliquer, sinon de manière tout à fait ponctuelle à son client, de toute manière, il ne faut pas se leurrer. Donc en fin de compte, c'est surtout à lui que ça sert. Ça lui sert de béquille ou de prothèse pour pouvoir communiquer avec son client. Pour moi, ce n'est pas du tout l'objet de l'astrologie. Pour moi, l'astrologie, c'est quelqu'un qui transmet à son client un outil sous une forme extrêmement schématique, celle des carrés, etc. Bon, transmet à son client, voilà, le fameux double carré, là, dont j'ai parlé. Il transmet ce double carré, le client, il lui explique un peu le mode d'emploi, il lui explique un petit peu comment s'en sert, et il lui dit surtout, à vous de l'utiliser, à vous de creuser votre propre histoire en utilisant cet outil. Je ne peux pas le faire à votre place. Et ça prendra le temps que ça prendra. Donc l'outil, c'est le point de départ, c'est pas l'aboutissement. La consultation X ne peut être qu'un point de départ. C'est-à-dire c'est quelque chose que c'est comme si je te donnais un appareil qui te permettra de comprendre comment tu fonctionnes. Mais alors le problème, c'est que l'astrologie pour moi est un outil qui nous permet de comprendre le temps. Puisque tout mon système est sur le temps. Or, comme on l'a dit, certaines personnes ne sont pas dans le temps. Elles sont dans l'espace. Donc ce qui les intéresse, ce n'est pas comment leur vie se construit dans le temps, mais comment ils fonctionnent dans un certain espace, qui est leur espace psychologique en quelque sorte. Donc on a véritablement une dualité d'astrologie correspondant justement à cette question-là. On pourrait dire qu'à la limite, les hommes vont préférer mon astrologie et les femmes vont préférer l'astrologie classique du thème natal, etc. L'une est fondée sur le temps et l'astrologie du thème natal est fondée sur l'espace. Évidemment, on va nous dire il y a les transits. Non, mais globalement, c'est comme ça. Alors, voilà. Donc, effectivement, on voit bien que cette différence. Moi, ce que j'ai dit, à un moment donné, j'ai dit que l'astrologie est révélatrice. Dis-moi ton rapport à l'astrologie, je te dirai qui tu es. Dis-moi quelle astrologie tu veux, et je te dirai qui tu es. Hein? Parce que l'astrologie du thème natal, c'est une astrologie profondément spatiale. Mais qui est d'une spatialité qui est quasiment une négation du temps. Puisque c'est un temps arrêté, c'est un temps spatialisé, et non pas un temps articulé sur une certaine planète qui passe par des phases. Donc là, il y a là véritablement un clivage qui est, je dirais, presque indépassable, en fait. Oui. Oui. Indépassable parce qu'il correspond à une viscéralité de la personne. Il y a des personnes qui sont viscéralement attirées par ce que j'appellerais l'astropsychologie, l'astrologie du thème natal. D'autres personnes qui sont viscéralement attirées par la cyclologie, l'astrologie mondiale, etc. Et
Donc par conséquent, on comprend pourquoi aujourd'hui tant de réunions autour de la question du thème natal sont suivies à 95% par des femmes, etc. Ça veut pas dire qu'elles savent ça veut dire les gens ne savent pas forcément exactement qui ils sont, pourquoi ils font les choses. Mais en réalité, moi je l'explique. Ils ne le disent pas comme ça aussi nettement, bien évidemment. Ça, je veux pas Mais est-ce que c'est pas parce que les femmes ont une tendance à l'introspection que les hommes n'ont pas? Il y a plusieurs phases. L'introspection, elle peut être aussi bien dans le temps que dans l'espace. Hein? L'introspection, elle peut être aussi bien dans l'espace que... Moi, je peux aussi m'interroger sur mon évolution psychologique sur une période ou sur des phases successives. C'est une forme d'introspection. Le mot introspection peut avoir plusieurs sens. L'introspection qui consiste... Alors, d'un côté, on a une astrologie du temps, où la diversité des choses se situe dans la succession des phases. Donc il n'y a pas de contradiction. C'est une succession. Succession A, B, C, D. Donc ça, c'est une espèce de fleuve, de flux. Et de l'autre côté, on a quoi? L'astropsychologie qui nous parle de la diversité de notre mental, de nos goûts, de nos tendances. C'est un bric-à-brac. Non, mais c'est un bric-à-brac. C'est comme si on entrait dans un magasin, un bazar, avec des tas de trucs qui sont là. Voilà. Je veux dire que il n'y a aucun ordre. Le seul ordre, c'est que tout ça, cette personne, ça lui appartient. Ça appartient à sa mémoire, ça appartient à son vécu. Et puis alors, c'est complètement personnel en plus. Et c'est ça le problème. Parce que finalement, quand on regarde l'avoir, par exemple, au niveau de l'avoir, nous distinguons beaucoup plus entre nous par l'avoir que par l'être, en réalité. Quand je dis avoir, c'est à la fois les objets que nous avons, mais aussi les opinions, les attitudes, les pratiques, etc. Tout ça, ça nous diversifie à l'infini. Mais dans l'être fondamental, par exemple, quand on regarde, quand on définit une femme, par exemple, par le fait qu'elle fait des enfants, ben, elles ne sont pas très différentes les unes des autres, hein, finalement. Donc, en définitive, dès qu'on est dans l'avoir, on est dans l'accumulation. Par exemple, on peut très bien avoir dans la même pièce des objets qui n'ont rien à voir entre eux. La juxtaposition de choses, d'objets, d'opinions, ce qui arrive d'ailleurs par exemple à des gens qui disent une chose et puis son contraire 30 secondes après. Ils sont dans la juxtaposition. Ils ont cette opinion-là, et puis à côté l'opinion là, puis l'opinion là. Et puis tout ça, ça cohabite, ça coexiste. Ils ne sont pas le sens de l'incompatibilité des choses. L'autre jour, j'avais une conférence, un colloque à Nantes, et il y a eu une intercation avec notre ami Christophe de Seine à ce sujet, parce qu'il disait que en astrologie, les choses s'emboîtent. Alors qu'en réalité, elles s'enchevêtrent. Elles ne s'emboîtent pas. Non, parce que s'emboîter, ça implique quand même un certain ordre. Une chose est sur une autre chose. S'enchevêtre, ça veut dire qu'une chose interpénètre avec une autre chose. Donc il faut faire attention. Il y a effectivement, par exemple, Jean-Pierre Nicolas parle de la théorie des âges. Quand on entend certains astrologues parler de la théorie des âges, on se dit, ah voilà, là on est dans le temps. Un âge, puis un autre âge, puis un autre âge. Et puis tout d'un coup, on bascule dans l'espace. Le thème natal, et on n'est plus dans cette cohérence des âges successifs. On est ou même en astrologie mondiale, on a l'aspect d'Uranus, l'aspect de Pluton, l'aspect de Saturne, etc. On n'est plus dans une succession. On est dans une espèce de juxtaposition, d'entrecroisement de forces. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, au début de cet entretien, je crois que, fondamentalement, tous les hommes se ressemblent et toutes les femmes se ressemblent. Et je crois qu'on avait une discussion à ce sujet. Et je crois que ce qui nous différencie entre nous, hommes,
ou ce qui différencie les femmes entre elles, femmes, ce sont des accidents de parcours. Ce sont des opportunités qui se sont présentées ou qui ne sont pas présentées, et qui fait que la personne a intégré ou non tel aspect de la nature humaine, tout simplement, tel trait de caractère, tel comportement. Est-ce que tu crois, Mireille, par exemple, que nous soyons limités dans notre... à la base, à l'origine, est-ce que nous sommes limités par rapport à une profession, par exemple? Non, bien sûr. On pourrait dire qu'il y a certaines professions qui demandent beaucoup de force, qui est propre à certains hommes tout de même. Oui, ben justement. Non, mais je parle limité en tant que femme ou en tant qu'homme. Donc les femmes sont-elles limitées les unes par rapport aux autres? Entre elles? Oui, oui. Non, ben oui. Comment ça? Est-ce que nous sommes à l'origine limités? Non. Bon, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, on n'a pas développé certaines choses et qu'on en a dû développer d'autres? Oui, ce sont des choix personnels, des prédispositions. Bon, alors, est-ce que ça, c'est quelque chose qui relève d'une science particulière? Non, effectivement. Bon, donc à ce moment-là, donc l'astropsychologie, c'est quoi? Quelle est sa vocation, l'astropsychologie, s'il n'y a pas de vocation, s'il n'y a pas de besoin de ce type de science, justement? Ah ben, c'est autre... L'astropsychologie a une autre vocation, évidemment, qui est celle éventuellement d'expliquer certains comportements ou d'expliquer... non mais attention, c'est quand même l'astropsychologie, elle est fondée sur le thème natal. Donc il faudrait savoir, est-ce que ce que nous devenons, ce que nous choisissons d'être ou de ne pas être, attention, est-ce que c'est lié à un parcours aléatoire de notre existentialité, ou est-ce que c'est quelque chose qui est déjà déterminé et défini? C'est très difficile, et d'ailleurs, il y a des courants d'idées par rapport à ça. Certains pensent qu'il existe une zone de détermination, de prédétermination, une zone particulièrement forte où les gens subissent leur destin, et d'autres pensent qu'il y a une zone de libre arbitre. Alors on peut penser que, je ne sais plus où j'ai lu ça, justement dans le livre... Non, mais attends, le paradoxe, c'est que le libre arbitre, c'est déjà une façon de se limiter. Le libre arbitre. Ah oui, c'est dans le dictionnaire de Gauchon que j'ai lu ça. Elle parle d'une zone, justement, qui est aux alentours du milieu du ciel. Donc un thème qui serait riche de planètes dans cet endroit serait le thème de quelqu'un qui subit un peu son destin, disons, qui n'a pas tellement de possibilités de vaincre la destinée. Par contre, celui qui aurait beaucoup de planètes dans la zone de l'ascendant aurait beaucoup plus de liberté de manœuvre. Ça, c'est une théorie. Oui, bon. D'accord. Ça, on revient à... Bon, la question, ça c'est... pose tout de même... ça pose la question du libre arbitre et de la prédétermination, en tout cas de... Je ne sais pas ce que tu entends par libre ce qu'on arbitre, appelle le destin. Ni ce que tu appelles destin. Moi, ma position est la suivante, c'est que, à l'origine, en tant qu'homme, nous avons a priori une liberté totale d'être ce que sont les hommes. C'est-à-dire que tout ce que les hommes sont, nous le sommes. Donc nous sommes limités par l'humanité, en quelque sorte. Donc si nous sommes un être humain, nous ne sommes pas là pour voler, par exemple, dans les airs, sinon au moyen de l'avion. Et en tant que femme, nous naissons aussi avec un certain nombre de potentialités considérables. Mais
pour des raisons diverses, nous renonçons à certaines possibilités. Ce qui est d'ailleurs ce qui est une nécessité à la fois d'une certaine manière, puisque on ne peut pas avancer si on ne fait pas un certain nombre de choix, mais malgré tout, souvent on fait des choix qui sont excessifs. Par exemple, quelle personne va dire, moi, par exemple, je ne peux pas faire de la musique. Je ne suis pas fait pour faire de la musique, par exemple. En réalité, elle devrait dire, je ne suis pas fait pour faire... En réalité, elle devrait se demander, quel genre de musique suis-je capable de faire? Et non pas, pas de musique. Bien sûr. Hein? Donc, nous avons bien entendu le choix de vivre un certain domaine d'une certaine façon, mais avons-nous le droit de refuser ce domaine? Non. Par exemple, quelqu'un qui dit, moi je ne fais pas de sport. C'est-à-dire quoi ne pas faire de sport? Est-ce qu'il n'y a pas une façon pour cette personne de faire du sport malgré tout? Est-ce qu'il n'y a pas... je veux dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de renoncer radicalement à certaines façons d'être. Par exemple, même... est-ce qu'il y a même un domaine où nous ne pourrions pas exprimer quelque chose qui nous est propre? Faut-il renoncer au domaine lui-même? Faut-il jeter le bébé avec l'eau du bain en disant, moi je ne fais pas du tout de ça? Ou bien, faut-il dire, sur ce sujet-là, moi je fais ça? Oui, bien sûr. Mais enfin, bon, il y a des domaines où on est tout de même obligé de renoncer à... Oui, alors j'aimerais bien entendre ça, oui, pourquoi et comment... Je donne un exemple. Tout le monde ne peut pas être astronome. Astronaute. Oui. Moi, non, mais c'est une définition trop étroite. C'est un métier trop étroit. Mais il y a plusieurs façons. Non, justement, il faut faire attention. Tout le monde ne peut pas être. Bon, non, mais il ne faut pas non plus diviser en nombre illimité de métiers. Mais si on divise en certaines catégories, oui, tout le monde peut être dans chacune de ces catégories, mais pas à ce degré de précision, tout simplement parce que tout le monde ne peut pas le faire. Mais dans le domaine de... Il n'y a pas de sensation qui nous soit interdite. Toutes les la sensation artistique, sportive, intellectuelle n'est interdite à personne. C'est à lui, comme je viens de le dire à l'instant, de choisir sous quelle forme, sous quelle modalité. Tout à fait, oui. C'est vrai. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas de limitation. Ou plus exactement, toute limitation est pathologique. C'est-à-dire qu'elle est liée à un traumatisme, à un blocage. Oui, oui, c'est vrai. Donc ça, c'est la nouvelle théorie. La théorie ancienne, c'était nous naissons avec des blocages et nous devons nous débloquer. Et l'autre théorie, c'est nous naissons sans blocage et nous devons éviter de nous bloquer. Oui. C'est pas pareil du tout. Parce que dans un cas, on vient d'un point commun unique, l'homme universel, et après on se diversifie, alors que là, on part de la diversité pour remonter vers l'unicité. Tu vois? Alors qu'est-ce qui est préférable? Sur le plan scientifique, on sait très bien qu'il faut toujours partir du général pour aller vers le particulier. Or l'astrologie fait exactement l'inverse. Elle part des cas particuliers, et elle dit après, oui, ben vous pouvez remonter, dépasser, je ne sais pas quoi. Mais évidemment, à partir du moment où l'on admet, et d'ailleurs moi c'est ce que j'ai introduit, la notion de autour de soi, c'est-à-dire qu'effectivement, nous ne nous connaissons qu'à travers les autres. C'est-à-dire que, à partir du moment, normalement, l'être instinctivement, un enfant apprend à se connaître à travers les autres. Et une fois qu'il a vu les autres faire certaines choses, il va chercher en lui-même comment les faire lui aussi. Donc, si l'enfant n'arrive plus, c'est le cas des enfants sauvages par exemple, si l'enfant n'arrive pas à trouver dans son environnement des êtres dont l'exemple lui sert de leçon pour lui-même, il va être perturbé. Tu as lu ce livre? Lequel? L'enfant sauvage. Enfin, j'ai vu un film, oui, de Truffaut. C'est un livre, je me souviens. Oui, d'accord. Oh, non, mais c'est un cas classique de psychologie. Effectivement, l'autisme, puisqu'on avait parlé tout à l'heure avec Nicole, l'autisme,
c'est lorsque l'enfant, fille ou garçon d'ailleurs, ne croit plus à ce que les autres représentent. Il ne croit plus qu'il faille faire comme eux. À partir du moment où il se prive de la source de l'imitation, du mimétisme, en disant voilà, il fait ça, moi aussi, à ce moment-là, il se replie sur lui-même. Or, si, par exemple dans le cas du masculin et du féminin, si une petite fille prend modèle sur son père, elle va être perturbée. Ouais. Parce que quelque part, son père n'est pas un modèle pour elle. Et inversement. C'est-à-dire que l'exemple que son père incarne, ou que tout autre homme incarne, ne lui convient pas. Ne lui est pas d'un enseignement. D'où l'importance de ne pas mélanger les hommes et les femmes, même pour les enfants. De la même façon, pour aller un peu plus loin, qu'est-ce qui fait qu'un être humain apprend à vivre avec le cosmos? C'est parce que, au cours de ces premières années, il perçoit des changements autour de lui. Et ces changements le renseignent sur le cours des choses. Et pour cela, ces changements doivent être relativement brefs pour qu'il ait le temps, en l'espace de... On dit qu'à 7 ans, on a l'âge de raison. Il faut qu'à 7 ans, l'enfant ait compris comment le monde est structuré, comment le temps est structuré. Je dirais même plus, je dirais que d'une certaine façon, il n'y a qu'un seul, et nous vivons que 2 cycles longs, très longs. Si on prend par exemple le cycle de Saturne, on va nous dire le cycle de Saturne il n'est pas long. Mais le cycle de Saturne il se perpétue indéfiniment. Il peut revenir sur des milliers d'années, il revient. Et donc d'une certaine manière, on ne sort pas du même cycle. Il n'y a pas un changement. Chaque phase est un changement, mais chaque phase renvoie à toujours la même chose. Donc d'une certaine manière, on nous dit à quoi servent les transsaturniennes, puisque de toute façon, même une planète qui fait 28 ans comme Saturne, elle se perpétue dans le temps. Donc on peut multiplier Saturne par 3, par 10, par 100. C'est le même processus qui revient en permanence. Avec cette différence, c'est que chaque phase est suivie d'une antiphase. C'est-à-dire il y a la phase de présence, la phase d'absence, la phase diurne, la phase nocturne. Mais en fin de compte, toutes les phases diurnes sont dans la continuité, les unes par rapport aux autres, et toutes les phases nocturnes sont dans la continuité, les unes par rapport aux autres. Donc on vit un seul et même cycle binaire tout au cours de non seulement de notre vie, mais toute l'humanité tout au cours de son existence. Bon. Donc sur la notion de cultivateur et de restaurateur, il est clair qu'il faut que l'astrologie, nous avons 2 philosophies de l'astrologie qui sont opposées, l'une qui met le destin de l'astrologie sur le compte des astrologues, praticiens, qui vont faire leur cuisine en quelque sorte, avec le matériau astrologique souvent un peu frelaté, qui est celui qui traîne dans les manuels d'astrologie. Et puis il y a ceux qui considèrent qu'on ne doit pas se fier à cette caste de praticiens de l'astrologie qui vont aménager un peu à leur façon un savoir qu'ils récupèrent comme ils peuvent et qu'ils commentent comme ils peuvent.
Parce que par exemple, dans le cas du zodiaque, moi ça m'amuse beaucoup quand je lis des bouquins sur le zodiaque, au lieu d'approfondir les symboles astrologiques, les symboles du zodiaque, et comprendre leur genèse, et comprendre leur histoire, on plaque sur le zodiaque des discours qui vont donner l'impression d'une progression, mais c'est ce qu'on appelle en linguistique le signifié. On plaque du sens sur un ensemble qui est relativement incohérent. Bon. Donc, personnellement, je pense que l'astrologie doit en finir avec cette façon de faire, cette petite cuisine qui consiste à rajouter des petits ingrédients, et puis l'astrologue ajoute ses petits ingrédients, ses petites manies à lui, son petite philosophie à lui sur l'astrologie, et puis tout ça, il le sert à son client, comme on sert dans un restaurant. Moi, je suis plus pour que l'astrologie soit plutôt des fruits, de la viande, de la bonne viande, et puis le client achète sa viande, et puis il la met sur une plaque, et puis elle chauffe, et puis il la mange. Et il n'y a pas besoin de rajouter ni des herbes, ni de la sauce, ni de je sais pas quoi. Hein. Donc c'est ça que j'appelle l'astrologie du cultivateur. C'est-à-dire qu'on revient à l'astrologie la plus saine, la plus pure, la plus noble, et finalement, on ne demande pas aux... Et à ce moment-là, on n'a pas besoin d'avoir un génie particulier pour accommoder cette astrologie, tout le monde peut l'utiliser. Donc, tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, c'est comme si, par exemple, quelqu'un, dans un pays, on vendait des fruits complètement pourris, ou de la viande pourrie, et que pour pouvoir l'utiliser, il fallait passer par des restaurants. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire ça demanderait un art tellement particulier d'utiliser et d'accommoder ces produits frelatés qu'il faudrait apprendre à les accommoder, etc. Bon. Ouais. Plus le produit est pur et sain, moins il est besoin de faire preuve de talent pour le préparer et pour le rendre mangeable. C'est une théorie. Alors, la cuisine italienne est une cuisine qui est plutôt une cuisine de restauration que de culture. C'est-à-dire que... Ah non, je ne suis pas d'accord. Oui, justement. Exprime-toi si tu n'es pas d'accord. La cuisine italienne est une cuisine assez primordiale, enfin en tout cas dans certaines régions. Par exemple la Toscane. Non, je n'ai pas compris. Pourquoi il y a un débat? Où est le débat? Je n'ai pas compris là. Tu parles de la cuisine italienne comme étant une cuisine sophistiquée, c'est ça? Oui. Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire? Il me semble que... Enfin, en tout cas, par rapport à certaines régions, on utilise des produits d'une manière intègre, sans les dénaturer, voilà. Je ne sais pas... On ne va pas dire que la pizza est un exemple de ce genre de traitement, en tout cas. La pizza comme on la mange ici n'est pas la pizza comme on Pourquoi? la mange... Je n'ai pas compris la différence. Vraiment en Italie. Je n'ai pas compris, là. Qu'est-ce qui fait la différence? Ici, on ajoute justement du fromage, on peut ajouter un tas de choses. La vraie pizza, c'est de la pâte à pain, des tomates et du basilic. Oui. Et un petit peu d'huile à la fin. On met pas de viande, en fin de compte? Non. Bon, d'accord, c'est... Oui. C'est pour te dire que oui. Y a des régions. Oui, d'accord, mais alors à ce moment-là, on mange pas de... bon, moi je me suis mal exprimé, on mange pas de viande à ce moment-là, dans ce cas-là. Non. Oui, donc à ce moment-là, c'est un autre problème, parce qu'à ce moment-là, c'est des produits de remplacement, ce sont des produits de substitution, c'est des produits de pauvres. La cuisine, contrairement à ce qu'on peut croire, la cuisine est le fait de la pauvreté et de la pénurie. C'est-à-dire que quand on n'a pas de fruits frais, de viande fraîche, eh bien on prend de la semoule, on prend du maïs, on prend du blé, on prend... quand on n'a pas de fruits frais, ou qu'on mange des fruits qui ont soit pas de goût, soit trop de goût, on fait des tartes, et puis on met du sucre par-dessus. Il y a toutes sortes de procédés plus ou moins malins et ingénieux pour remplacer la vraie nourriture. D'accord. On peut arrêter. Quel est le point commun entre les fruits et la viande? Oui, quel est le point commun?
Eh bien, c'est le temps. Il faut du temps pour qu'un fruit mûrisse. Et il faut du temps pour qu'une viande cuise. L'été, il faut laisser le fruit mûrir, ni le cueillir trop tôt ni trop tard, à point. Et la viande, l'hiver, on la cuit, il faut qu'elle soit ni trop saignante, ni trop cuite. Donc il y a un dosage du temps qui est fondamental dans la civilisation. Or, à partir du moment où tu ne manges ni viande ni fruits frais j'entends, pas de la viande comme ça qu'on met dans des petits pains qui restent indéfiniment, ou des fruits qu'on met dans des petits pains. Eh bien à ce moment-là, tu dépends du temps et tu dois maîtriser le temps. Donc effectivement, le feu, le soleil fait mûrir les fruits et le feu fait mûrir la viande. Donc on est dans une situation du temps. À partir du moment où on prend des produits qui ne sont pas dépendants du temps, on entre dans l'espace. Un produit qui ne change pas avec le temps, qui ne se gâte pas avec le temps, qui est dès sa naissance et ce qui doit être, et qui reste indéfiniment, c'est un produit qui n'est plus sous le régime du temps, sous le contrôle du temps. Et donc on voit bien là que on a une alimentation spatiale et une alimentation du temps. L'alimentation du temps, il faut se concentrer uniquement sur l'évolution du produit dans le temps. Et l'alimentation spatiale, c'est plutôt le produit qui se mélange avec d'autres produits. Le thème natal, c'est comme un plat. J'en parlais l'autre jour dans l'Aude, il y a quelques mois, à Quillan, avec mon ami Thierry Bécourt et Christophe Moisan. Christophe Moisan qui écrit beaucoup sur la... je sais pas quoi. Et donc... oui, je l'ai rencontré, je l'ai filmé d'ailleurs. Eh bien, je leur disais que, effectivement, le plat, c'est déjà un produit spatial. C'est-à-dire c'est à plat, justement. C'est à plat. C'est-à-dire que c'est pas la dimension du temps, c'est la dimension de l'espace, le plat. On met un plat, et sur le plat, on met toutes sortes de produits. D'où le nom plat. Un plat, c'est quelque chose qu'on met sur un plat. Donc, effectivement, et là j'ai un très beau plat. Justement. Voilà. Très beau plat. Quoi? Il est beau quand même. Il est un peu sale, mais il est beau. La paella. C'est vrai? Oui. Bon, justement, on parle de cuisine. Donc, l'origine du mot plat, c'est le plat. Oui. Le plat, et puis dans le plat, on met n'importe quoi, et on mélange tout ça. Alors que le plat, curieusement, est circulaire. C'est-à-dire qu'il est aussi la marque d'une sorte de temporalité. Mais c'est une autre dimension, c'est une sorte de contresens par rapport au plat. Le plat est à la fois un disque qui tourne, mais c'est aussi un objet qu'on peut prendre, qu'on peut mettre à l'horizontale, et sur lequel on pose des choses. Donc il y a cette double sens. Alors, donc, effectivement, on a une nourriture qui est axée sur le temps, le soleil, le rayonnement du soleil, la cuisson du feu. Et ça, c'est fondamental, c'est au cœur même de la théorie des almanachs. On trouve ça, entre parenthèses, le feu est au cours même de la vie de l'hiver. Ça n'a rien à voir avec l'été. L'été, c'est le soleil.
c'est un contresens majeur en astrologie de rapprocher le soleil et l'été et le feu, parce que le feu c'est le substitut du soleil, c'est la contrepartie du soleil. Quand il y a beaucoup de soleil, il n'y a pas besoin de feu. Quand il y a du feu, c'est qu'il n'y a pas besoin de soleil. Donc c'est quelque chose qui ne va pas du tout ensemble. Et effectivement, on est là dans une dialectique, dans une problématique du temps, avec le fruit et la viande. Et quand on fabrique des biscuits, des céréales, par exemple les céréales, la semoule, ça se conserve très longtemps la semoule. Non? Tant qu'elle n'a pas été cuite, on peut la conserver indéfiniment, j'ai l'impression. Bon. Donc elle risque pas de... Bon. Donc voilà, ce sont des produits qui sortent du temps, qui n'obéissent pas au temps. Même si effectivement ensuite il faut préparer le plat, etc. Mais en lui-même, il n'y a pas véritablement de problématique du temps. Et ce sont je dirais des cultures, des cuisines féminines en quelque sorte. Alors, on revient à la fameuse question des hommes et des femmes. Le temps serait en fait une construction moderne. En fait. Parce qu'au fond, il est possible que le temps n'existe pas au départ. Il n'existe pas. C'est un artefact, le temps. C'est-à-dire que c'est une construction. Je décide qu'il y aura des choses toutes les semaines, tous les mois, tout ceci, tout cela. Bon. C'est quelque chose que je surimpose au monde, que je mets en place, mais qui finalement... c'est une conquête de l'homme. L'homme a inventé le temps. Et donc, la femme correspondrait, en quelque sorte, à un état primaire de l'homme. Un état où l'homme n'a pas encore découvert le temps, n'a pas encore construit le temps. Donc elle serait encore dans un état de l'espace. La spatialité, en fait, serait un état antérieur à la temporalité. Et donc, effectivement, de même que l'astrologie, d'ailleurs, à mon avis, qui est d'ailleurs avant tout la science du temps, et non pas la science de l'espace, l'astrologie est d'abord, encore une fois, une énorme conquête au niveau du temps. Elle invente un temps, elle crée une sorte de nouvelle temporalité, et donc voilà, donc la femme correspondrait à un état primitif de l'être humain, qui se serait perpétué. Alors j'ai développé une nouvelle théorie à ce sujet, Mireille, c'est ça, Mireille, à savoir que la femme aurait donné naissance à la machine, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'il est dans une sorte de filiation. La machine serait la descendante de la femme, en quelque sorte. Et d'ailleurs, va probablement remplacer la femme auprès de l'homme. On n'aura plus un couple homme-femme, on aura un couple homme-machine, qui d'ailleurs se développe beaucoup, parce que tu as vu, actuellement, la plupart des hommes se déplacent avec des ordinateurs, donc en fin de compte, ils sont déjà leurs partenaires. Ah oui, de substitution. C'est une évolution qui est déjà entraînée depuis d'ailleurs très longtemps, c'est-à-dire qu'en fin de compte, d'ailleurs, les points communs entre les femmes et les machines sont innombrables. Par exemple, je ne sais pas si tu connais ces travaux là-dessus, mais ils sont innombrables. Par exemple, j'ai écrit il y a quelques années un article sur le site Hommes et Faits de Alain Kieser, qui est très bon site, hommesetfaits.com. Un article qui s'appelait, je crois, Tselem. Et c'est un mot hébreu qui veut dire à l'image de dans la Bible. Tselem Elohim. Bon, ça donnait le mot talisman d'ailleurs. Image. Et je disais que la machine a beaucoup plus de facilité à imiter les femmes que les hommes. La plupart des activités féminines peuvent être aujourd'hui reproduites par les machines. Alors que ce n'est pas le cas des activités masculines. Donc si on veut élaborer une différence entre les hommes et les femmes, la machine est révélatrice de ce point de vue-là. C'est-à-dire par exemple quand il s'agit de répéter
indéfiniment la même chose, la même phrase, ou de répéter ce qu'on a vu. La femme, la machine a conservé les qualités d'enregistrement des femmes. C'est-à-dire qu'elle est capable de dire souvent, je ne sais pas si vous remarquez, quand il s'agit dans les gares ou dans je sais pas quoi, de répéter indéfiniment les mêmes choses, on prend des voix féminines. Comme dans le métro, c'est toujours le même. Quand il y a un disque qui sort, c'est souvent une voix de femme. Ah oui. Et donc j'écrivais dans cet article, qui est d'ailleurs paru il y a, je crois, 7-8 ans maintenant, oui. Je disais que si on réfléchit aux choses que les machines sont le plus capables de reproduire et d'imiter chez les hommes, chez les hommes et les femmes en l'occurrence, eh bien on s'apercevrait qu'elles sont limitées, ces machines, mais que ça correspond à peu près, ça se rapproche beaucoup plus de ce que les femmes sont capables de faire. Parce que les qualités des femmes, c'est souvent des qualités d'objectivité, je dirais. Au sens... par exemple, toi, si on prend ton cas, si tu dis quelque chose, on aurait tendance à te croire, tu vois. Comme par exemple, si je montre une photo à quelqu'un, il va dire cette photo, bon, bah, elle existe. Si je fais passer un enregistrement, on dira que... Tu vois ce que je veux dire, c'est que les femmes, on les croit, parce qu'on se dit, mais de toute façon, elle n'aurait pas été capable d'inventer ça. Voyez-vous? Donc à partir de ce moment-là, on lui... Bon, elle se dit, instinctivement, on se dit, mais si elle dit ça, elle ne l'a pas inventé. Parce qu'on sait que quelque part, elles ont tendance à répéter ce qu'elles ont entendu. Et répéter avec beaucoup de conscience professionnelle. Elles reproduisent mot pour mot, elles reproduisent ce qu'elles ont entendu ou vu. Oui. Et une machine peut parfaitement le faire. Une machine peut Tu répéter. voudrais dire que les femmes, c'est des perroquets. Ou les perroquets sont des femmes. Mais je veux dire que elles ont une aptitude, même par exemple, j'entends souvent, par exemple dans le métro, dans le transport en commun, des jeunes parler entre eux, et souvent j'entends, elle a dit ça, je lui ai dit ça, ils adorent raconter quelque chose qui leur est arrivé ou qu'ils ont observé. Mais alors, ils le font de manière extrêmement vivante, extrêmement parlante, mais comme le ferait une caméra, toi. Et on pourrait presque dire que c'est leur idéal, c'est de faire exactement ce que ferait une caméra, c'est-à-dire d'être aussi fiable qu'une caméra, qui répète exactement ce qui a été dit, qui décrit exactement ce qu'elle a vu. Et c'est devenu actuellement une grande qualité, une qualité très appréciée chez les jeunes, qui sont souvent, comme on sait, qui ont souvent été éduqués dans le cadre des familles monoparentales, avec un modèle féminin souvent assez fort. Et ils ont pris un modèle sur leur mère, et donc ils se mécanisent, mentalement ils se mécanisent. Et d'ailleurs, il faut bien reconnaître que c'est beaucoup plus facile de parler de choses factuelles, genre j'ai dit ça, il a fait ça, que de réfléchir ensemble sur quelle peut être la signification profonde de cela, ou quels peuvent être les points communs entre telle et telle série d'objets. C'est ce qu'il ne faut pas non plus demander aux machines d'ailleurs. Donc la frontière entre l'homme et la femme recoupe grosso modo la frontière entre l'homme et la machine. Donc tu voudrais dire que les femmes sont moins créatives que les hommes, d'un point de vue... Si tu considères que les machines sont moins créatives que les hommes, oui. Avec ce paradoxe, un paradoxe qui aussi rapproche les femmes des machines, c'est que les hommes se sont ingéniés à aider les femmes à aller plus loin, à se développer. Il y a tout un courant comme ça, n'est-ce pas? Il y a des hommes qui prennent un malin plaisir c'est le fameux problème de Pygmalion, à aider les femmes à dire les choses les plus intelligentes. Souvent d'ailleurs elles ne font que répéter, alors, effectivement. Moi je dis toujours, quand quelqu'un vous dit quelque chose d'intelligent, ça ne veut pas dire forcément qu'il est intelligent. Hein.
C'est-à-dire que simplement, il répète des choses intelligentes, c'est pas pareil. Bon. Alors, effectivement, attention. Et effectivement, l'homme a... S'il est en rivalité avec la machine, c'est quand même l'homme qui a aidé les machines à se développer. C'est ça. C'est le rapport entre le créateur et sa création. Quelque part, la femme moderne est la création de l'homme. D'ailleurs, ils le savent très bien. Ce sont les hommes eux-mêmes qui ont, d'ailleurs dans leur intérêt, entre parenthèses, qui ont convaincu les femmes de faire certaines tâches qu'elles ne faisaient pas avant. Alors les femmes, elles sont toutes fières de les faire, mais en réalité, elles sont manipulées. Et de la même façon, les hommes aident les machines à progresser, à être de plus en plus performantes. Donc, dans les deux cas, on essaye on rend les femmes ou les machines plus performantes. Mais de là, alors les machines, elles ne s'imaginent pas autre chose que ce qu'elles sont. Hein. Mais comme tu disais toi-même très justement tout à l'heure de notre entretien, les hommes et les femmes se ressemblent. Enfin, se ressemblent sans se ressembler, enfin ils se ressemblent malgré tout. On a souvent, on désigne sous le nom de l'humanité ou les hommes une population qui à la fois comporte des hommes et des femmes. Et donc par conséquent, les femmes considèrent qu'il n'y a aucune raison pour que tout ce que les hommes font, elles ne le fassent pas elles-mêmes. On retombe dans ce même problème de ce qu'on appelait l'autour de soi, c'est-à-dire qu'effectivement, la petite fille, est-ce que la petite fille, moi c'est la question, actuellement je m'intéresse beaucoup aux petites filles, aux enfants, oui. Dans leur découverte du langage. Est-ce qu'il y a des langues qui sont plus sympathiques que d'autres? Par exemple, je dis le français est donc beaucoup plus formatrice que l'anglais, par exemple. Enfin bon, on va discuter là-dessus. Et l'enfant qui va prendre pour modèle, justement, après il ne va pas prendre pour modèle une machine, puisque lui-même n'est pas une machine. Mais dans le cadre du modèle masculin-féminin, là il y a une ambiguïté, parce qu'aujourd'hui, c'est pas aussi tranché. Hein. Donc la petite fille, elle va quand même être un petit peu désarçonnée, hein, déconcertée. Sa mère lui dit, mais les hommes et les femmes c'est pareil, à part le fait qu'ils n'ont pas un truc pareil, enfin, c'est pareil. Donc, et en même temps, elle s'aperçoit que c'est pas vrai. Elle s'aperçoit que c'est pas vrai, par exemple, elle s'aperçoit que 99% des compositeurs sont des hommes, des philosophes sont des hommes politiques, des grands hommes politiques. Donc, compte quelque part, elle se rend compte qu'il y a quelque part une mystification. Elle se rend compte qu'on est en train de la mystifier. Et donc, par conséquent, à partir du moment où elle se rend compte qu'on est dans la mystification, elle ne peut plus se fier aux autres, à l'image que les autres lui renvoient, parce que c'est une image qui est fausse. Et donc, elle va se replier sur sa propre, sur elle-même. Elle va devenir idiote, au sens grec du terme, c'est-à-dire l'idiot, comme on dit un idiotisme, c'est-à-dire quelqu'un qui ne ressemble qu'à lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Qui ne cherche pas à entrer dans le rôle et dans les fonctions de ceux qui sont autour de lui. Et est-ce qu'on entend ça quand quelqu'un en astrologie dit souvent ah, mais grâce au thème, je sais qui je suis. Tu vois, je me découvre. Est-ce qu'on doit se découvrir en cherchant dans son thème ou est-ce qu'on découvre en regardant le monde? C'est la question. Alors pour moi, l'introspection sur le thème astral, c'est la résultante d'un échec du regard sur le monde extérieur. Le monde extérieur est un monde mouvant, incertain, impalpable. C'est ce que... Et donc je me replie sur moi-même, mais c'est une voie sans issue. Qu'est-ce que c'est en moi-même? Qu'est-ce que c'est? Bon, par exemple, un enfant qui ne verrait pas autour de lui des gens parler n'apprendrait pas à parler uniquement en travaillant sur lui-même. Quelque part, l'autre me déclenche. Donc cette introspection, moi maintenant je suis pour l'extraspection. Je suis pour me dire, pourquoi ne puis-je pas faire ce que fait l'autre? Par exemple, quand je siffle par exemple, dans la rue, puisque je développais cette méthode du sifflement, du whis, beaucoup d'enfants me regardent. Ils se disent, pourquoi lui
pourquoi lui peut faire ça sans instrument? Attention. Comment peut-il faire ce bruit-là sans instrument? Parce que si j'avais un instrument, il dirait, bon, ben, c'est l'instrument. Mais comme lui, il considère que ce qu'on peut faire sans instrument, lui aussi peut le faire, il est intrigué de voir quelqu'un faire quelque chose qu'on ne lui a pas appris. Et pourquoi on ne lui a pas appris? Parce qu'on n'a pas sifflé devant lui. Et pas suffisamment. Donc l'enfant, pour ça que je m'intéresse beaucoup à la psychologie enfantine, parce qu'effectivement l'enfant, il nous apprend à quel point le modèle extérieur, les modèles extérieurs sont importants dans la formation du moi. Donc ma chère Marie, Mireille, on ne joue pas avec ces problèmes d'identité masculin-féminin. On n'en parle pas comme ça de manière désinvolte, comme on le fait parfois. Parce que cette question-là, elle détermine l'équilibre psychologique de nos enfants. Dans beaucoup de cas, les perturbations propres aux enfants sont marquées par justement des discours ambigus, confus sur le masculin et le féminin. Il est bon que les choses soient clarifiées, même peut-être un peu exagérées, caricaturales, mais en tout cas, il est bon que les choses soient clarifiées de façon à ce que les enfants puissent s'y retrouver.